Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie. Alors cet épisode est un épisode spécial puisqu'il fait partie d'une mini-série sur les personnalités dans le monde du cheval. Alors je suis ravie aujourd'hui d'avoir à mon micro Ludovic Fournet. Ludovic, merci beaucoup de participer au podcast. Merci à toi. Je suis très ravi qu'on se rencontre et de participer à ton podcast. C'est un grand plaisir. Eh ben, c'est un grand plaisir. En plus, il faut dire pour les auditeurs qu'on est en présentiel. Donc là, on est chez toi, dans le Lot, dans ta maison. En face à face. Absolument incroyable. On est même avec une petite bière. Non, mais franchement, si ça, c'est pas... Il faut travailler confortable quand même. Exactement. J'adore cette philosophie. Alors Ludovic, on te connaît parce que tu es un spécialiste de la relation homme-cheval. En tout cas, c'est comme ça que moi, je te connais. Et tu accompagnes, en gros, les hommes et les chevaux vers le chemin d'une meilleure communication pour qu'en gros, nous, avec nos chevaux, on vive notre meilleure vie. Exactement. C'est exactement ça. Et alors, qu'est-ce que tu voudrais rajouter sur cette présentation? Parce que ça, c'est ce que tu fais, ou en tout cas, ce qu'on te connaît. Non, mais c'est exactement. Donc j'essaye d'améliorer la relation homme-cheval. Je ne suis pas un technicien spécialisé dans une discipline, donc ça, c'est important de le préciser. On est un petit peu. Enfin, moi, je me vois un peu comme un généraliste, en fait, sachant que je ne veux pas oublier la racine du métier, parce que je sais que c'est trop souvent, de plus en plus oublié aujourd'hui. C'est un défaut. Alors, je ne sais pas si on développera sur ça plus tard, mais ma spécialité à la base, c'est le cheval difficile, c'est-à-dire le cheval incompris. Oui. Je n'aime pas dire difficile, mais c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est plutôt le cheval incompris et le débourrage. Donc, c'est vraiment important de garder tout le temps un pied dans ce travail-là. C'est vraiment le fondement de notre métier. Et ensuite, tu as parlé de communication. Donc, le mot communication, c'est vraiment le plus important. Parce que ce problème qu'on a entre un homme et un cheval, en fait, ou une femme et un cheval, parce que maintenant il faut définir un être humain. Et un cheval, non mais c'est vrai, c'est compliqué. L'humain avec un grand H. Humain avec un cheval, c'est que le problème de communication. Et ensuite, après, viendra un problème de motivation. Mais d'abord, c'est un problème de communication. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, tu as utilisé les deux mots, relation et communication. Je pense que c'est vraiment les deux mots sur lesquels on peut construire tout ce podcast. Magnifique. Et alors, à quoi elle ressemble ta définition de ta meilleure vie? Il faut quels éléments pour que toi, tu vives ta meilleure vie? Alors, pour que moi, je vive ma meilleure vie, il faut que je sois... alors, j'essaye de m'affranchir. Ça va faire rire beaucoup de gens qui vont écouter, parce que j'ai quand même une réputation, c'est-à-dire que j'essaye de m'affranchir de la contrainte temps. OK. Donc là, tu vois, j'ai une montre, parce que c'est une montre pour faire du sport, mais normalement, je n'ai jamais une montre. Donc, j'ai des journées qui se finissent quand j'ai terminé ce que je fais, en fait. Pas qui se finissent à une certaine heure. C'est-à-dire que là, je suis avec toi pour ce podcast. Ben, on va dire, s'il dure une heure, il dure une heure. Mais si on doit y mettre 3 heures, on va y mettre 3 heures. Puis c'est tout. Génial. Et c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je suis avec les chevaux. Donc, en fait, la notion de temps... Alors, c'est pas facile de me suivre tous les jours. je parle surtout pour mes proches. La notion de temps, elle est compliquée des fois un petit peu avec moi. Ça peut paraître un petit peu égoïste. Parce qu'on va me dire que ça veut dire que mon temps est plus important, a plus de valeur que celui des autres. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et quand je regarde autour de moi les gens qui performent, je veux dire, des gens que je respecte, des gens qui sont dans n'importe quelle discipline que ce soit, en fait. Ils se lèvent à 5 h du matin et ils arrêtent à 23 h. Et entre-temps, on fait des mini-siestes, des micro-siestes, des mini-pauses. Mais tout le reste du temps, on en parlera parce que c'est quelque chose sur lequel je suis très, très, très attaché. C'est travail. OK. Tu te lèves tôt? Je me lève tôt en temps normal. En temps normal, je me lève tôt, je suis pas du tout branché grasse mat. C'est-à-dire, si j'entends les oiseaux chanter ou si je vois un rayon de soleil, c'est fini, je suis debout.
Ouais, ok. Sauf si la veille, j'ai fait la bringue et que, exceptionnellement, je me suis couché à 4h du matin. Effectivement, je vais traîner un peu. Mais le plus tard que je vais me lever, moi, c'est 9h, 9h30. Quoi. Mais vraiment, et là, quand je dis 9h, 9h30, c'est youpi. Mais alors, quand tu parles de t'affranchir du temps, c'est plus dans le sens, tu veux, toi, choisir. En fait, si tu commences, admettons, tu vas travailler un cheval. Si ça prend 3 heures, tu veux dire, je vais prendre 3 heures. Ouais. J'ai pas la contrainte ça de me prend dire jamais 3 heures au final. Oui. Mais je pense que la vraie liberté aujourd'hui, c'est d'être libre de son temps. Aujourd'hui, notre temps, c'est ce qu'on monnaie. Quand on a un employeur, on travaille, on donne notre temps en échange d'un salaire. Donc, c'est bien que le temps a une énorme valeur. Mais ça va même au-delà de ça. Tu sais que tout le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux ou sur les trucs, c'est une vraie contrainte. On monnaie notre temps d'attention. Oui. Et c'est assez incroyable. C'est une monnaie, en fait. C'est une monnaie qui nous autoconditionne en plus, c'est-à-dire que c'est un peu sans fin. On en parlait tout à l'heure, dans les métiers qu'on fait, enfin, n'importe quel métier, mais si je parle de ce qu'on fait aujourd'hui, alors moi je fais partie, un petit peu comme toi peut-être, de l'ancienne génération, alors sans vouloir jouer les vieux, mais nous on a connu l'émergence d'Internet, c'est-à-dire que moi quand j'étais ado ou quand j'étais jeune, moi les premiers portables ils sont sortis, j'étais à la fac. J'ai connu la cabine téléphonique. Mes premiers amours, on se téléphonait à la cabine téléphonique. On n'avait pas accès à toute la connaissance. YouTube n'existait pas. Et c'est là où je me sens très très vieille parce que oui, c'est effectivement la chose de notre temps, chers auditeurs. Il n'y avait pas Internet. Donc il y avait des bouquins. Ou alors tu avais la chance d'avoir un super ancien d'équitation pas loin. Ce qui n'était pas mon cas. Ou alors tu faisais, parce qu'on va en parler tout à l'heure, tu clashais énormément d'argent sur les DVD. Parelli, qui était non sous-titré en anglais. Et je disais toujours en rigolant, si un jour il y a le feu à la maison, parce que c'est des choses que j'étais étudiant, je me ruinais là-dessus, ça coûtait très très cher à l'époque. T'avais avec les frais d'importation, j'avais tout, les frais d'importation et tout, ça coûtait très cher. Je disais, si un jour il y a le feu à la maison, il faut sauver l'armoire à cassette et à DVD. S'il n'y a que ça qu'il faut sauver de la maison. Bon, on voit sur quoi tu mettais ta valeur en tout cas. C'était pas le meuble de mamie, c'était les DVD Parelli. Voilà, c'était vraiment ce qu'il y avait là et les bouquins, quoi. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a accès à toute cette information. Par contre, et c'est vrai, c'est très contraignant, on est obligé de passer du temps sur les réseaux sociaux. Oui. Absolument. Parce qu'il y a une source d'information importante, parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut apprendre, donc tout n'est pas acheté. Il y a quand même, moi je vois passer plein de choses qui sont. Alors des fois on est fatigué, on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à tout, mais aujourd'hui il y a des informations. Si on parle que de la discipline équestre, enfin du monde équin, il y a déjà énormément de choses qui diffusent partout et qu'on n'aurait pas eu accès avant. Donc ça c'est bien. Après, par contre, c'est vrai que professionnellement, c'est contraignant, comme je disais tout à l'heure. Il faut faire des stories, il faut faire des jolies photos, il faut faire de la performance sur des vidéos, il faut faire des visuels, il faut énormément communiquer. Mais attention, là, il y a le bas qui blesse. Il faut communiquer sur une compétence. Et pas juste... Sur du vent. Communiquer sur du vent. Et là, on en reparlera, mais là, je suis hyper exigeant sur ça. Ouais, ok. Donc, pour toi, c'est ça. Ta meilleure vie, c'est... être le maître de ton temps. Être le maître de mon temps et être avec mes chevaux. J'ai toujours été avec les chevaux. Je pense que ça ne me passera jamais. Et vraiment, voilà, pouvoir bouger dehors, faire du sport, avoir une activité physique, m'oxygéner et être avec mes chevaux. Et à partir du moment où je peux faire ça... T'es heureux. Ah ouais. Comment tu as découvert les chevaux? Comment c'est arrivé dans ta vie? Alors, tu vas voir que tout au long de ce podcast, tu vas voir que moi, je le dis en rigolant, c'est pas du tout par orgueil. Mais je dis souvent que je suis un ovni par rapport à tout ça. Alors, ça va commencer maintenant. Moi, je suis, tu vois, donc je suis Ludovic Fournet. Donc, normalement, j'espère que c'est associé quand même à une certaine notion de bien-être équin, de valorisation du cheval, de lui redonner sa place dans le monde et tout ça, le partage avec l'humain. Mais moi, si je suis venu au cheval, c'est grâce à un boucher chevalin. Alors, celle-là, je m'y attendais pas. Avec quand je te dis c'est complètement atypique. Ah oui, je me suis dit c'était peut-être le monde des courses et quelque chose comme ça. Alors boucher chevalin, explique-nous. Alors c'est une personne que j'ai eu la chance de connaître, qui est décédé cette année, qui était un vrai homme de cheval, donc de l'ancien temps, le Maquignon, qui avait une boucherie chevaline, qui s'est ensuite mis dans le sport équestre et que du coup a arrêté la boucherie chevaline. C'est un grand éleveur de pure arabe dans le Lot qui s'appelait Guy Barry. Une grande figure qui a fait beaucoup pour le cheval. Et ce monsieur-là, mes parents, on habitait à la campagne, on avait un lopin de terre, mais de rien du tout. Et ça faisait même pas 1 hectare. Il y avait 2 prés qui se battaient en duel, si tu veux. Et du coup, tu sais, les maquignons, on allait acheter.
à l'époque, ils cherchaient toujours, dès qu'ils pouvaient mettre un cheval quelque part, si tu veux, donc un échange que tu pouvais le monter, mais tu le prenais à la maison. Et donc, j'avais des chevaux qui apparaissaient, qui disparaissaient parce que j'étais petit. Et puis, on se servait chez ce boucher chevalin. À l'époque, on mangeait de la viande de cheval. Oui, c'était ça. Et oui, non, mais et de la cervelle d'agneau et plein de trucs comme ça qu'on mange beaucoup moins maintenant. Et même le cheval, je pense qu'on en mange peut-être encore un peu. Mais enfin, moi, ça fait des décennies que je n'en ai pas mangé. Mais ce monsieur mettait des chevaux en ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de pension de travail, en fait. On le nourrissait, je m'amusais avec. Et ensuite, ces chevaux-là partaient dans les centres équestres parce que le maquignon de l'époque, le boucher de l'époque qui était maquignon, il alimentait les centres équestres, il alimentait les écoles vétérinaires, il alimentait les étals de boucherie et c'était des gens des grands spécialistes des chevaux. Les chevaux qui étaient bons pour le sport, ils partaient en sport, ceux qui étaient moyens partaient en école d'équitation et ceux qui étaient foutus, ils partaient en école vétérinaire parce qu'il fallait des pieds à disséquer, des trucs et c'était comme ça. Et c'est grâce à ce monsieur que j'ai eu mon premier poney et que je me suis, c'était un petit entier. Un petit entier Shetland. Je montais, j'ai des photos. Le cocktail. Que je montais avec une serpillière et tout. Je voyais, à l'époque, une serpillière. J'avais pas de tapis, mais moi, mes parents n'étaient pas du tout cavaliers, donc moi, j'avais aucune culture équestre. Donc je montais à l'époque, c'était des gros licoles en cuir. Je montais avec une serpillière qui servait de tapis. On attachait les chevaux à des longues chaînes, comme dans les cirques encore aujourd'hui, et on utilisait pour faire les clôtures du fil barbelé. Oui. Et oui. Mais tu sais, c'était comme ça chez mes parents. Voilà. J'ai à peu près une histoire similaire avec Shetland monté à 6 mois, non débourré. Enfin bref, voilà ce genre de. Et tu rentres, tu t'amuses de manière instinctive, parce qu'on ne t'a pas expliqué comment. Donc, le mot instinct, on y reviendra, il est important. Donc, tu t'amuses de manière instinctive. Et puis après, on te mène d'autres poneys, puis des doubles poneys. On appelait ça les doubles poneys à l'époque. Et puis, je me suis mis à l'attelage grâce à ça. Et j'ai toujours eu des chevaux jusqu'à avoir des vrais chevaux quand j'étais plus grand. Grâce à ce monsieur-là. Et alors, quand j'étais petit, il y en a qui disparaissaient. On ne me disait pas trop où ils allaient. Mais les 3/4 allaient dans un centre équestre qui était pas loin de chez moi. Une fois que moi, je les montais, qu'ils étaient débourrés, ils allaient alimenter un centre équestre. Et c'est comme ça que je me suis mis à cheval, en fait. Sans prise de tête. Et pour te dire quand même, parce que ça c'est très rigolo, l'expérience que j'avais du centre équestre, c'était qu'une fois je suis allé voir monter ma cousine dans une école d'équitation. Et donc j'arrive je la regarde monter à cheval, et ils étaient en train de faire du trot enlevé. Donc 1, 2, 1, 2. Et moi je regarde la leçon comme ça, je devais avoir 12 ou 13 ans, et je dis c'est comme ça qu'il faut monter à cheval. 1, 2, 1, 2. Bon, arrivé chez moi, comme j'aime bien, j'ai toujours eu ça, je dis je vais essayer. Je selle mon cheval et je pars au pas en me disant qu'il faut faire 1, 2, 1, 2. Ah oui, au pas, évidemment. Évidemment. Et là, tu te dis, en fait, c'est nul leur truc. Ils vont me mettre assis dans la selle, ça sert à rien. Donc, tu vois, pour te dire un peu d'où je viens, et on en reparlera après du parcours purement équestre, mais voilà, je viens vraiment de ce truc-là. Donc, moi, j'ai passé mon enfance avec mon berger allemand, mon Shetland ou mon demi-poney, et puis après les chevaux, avec des paillasses de plage comme on vendait, qui me faisaient, et je partais jouer aux Indiens dans les bois, et mon chien, mon cheval, et je passais mon enfance comme ça. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé au cheval, alors que mes parents, où il n'y avait personne dans mon entourage qui était dans le domaine équestre. Donc, à partir de là, tu adores le cheval, tu ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, on ne se pose pas de questions. Et qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que tu commences à faire des études ? Est-ce que la famille, du coup, voit ça comme un amusement, peut-être sur le côté, un hobby ? La famille voit ça comme un hobby, un amusement. Alors, j'étais très, très bon élève. Alors, j'avais une double personnalité, moi. J'étais très, très bon élève, mais en sortant de l'école, j'étais quelqu'un de compliqué. D'accord, on va dire, on y reviendra après. J'étais quelqu'un de compliqué, mais par contre, à l'école, j'ai toujours très, très bien travaillé. Donc ça, c'était pas le souci. Jusqu'à la fac et mes études supérieures, voilà, j'étais même sélectionné pour faire l'école de l'air. À l'époque, je voulais faire pilote de chasse après le bac. Donc, voilà, donc je faisais partie des sélectionnés, ce qui n'était pas nombreux. Et au final, on y reviendra peut-être, mais j'ai pas voulu parce que ça voulait dire arrêter de faire du cheval, en fait. Donc, choisir entre l'avion et les armées et les chevaux, j'avais choisi les chevaux. Mais au final, mes parents voyaient ça vraiment comme un hobby, comme d'autres sports que je pratiquais, sans... voilà, l'idée, c'était... alors, des fois, je le vois comme une erreur de la part de mes parents, puis des fois, pas du tout, parce que ça m'a permis... C'était pas une erreur, en fait. Ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit en allant à la fac, en allant étudier, en faisant plein de choses. Mais au final, pour arriver à faire un boulot pour lequel toutes mes études supérieures n'ont pas servi à grand-chose.
Ouais. Tu vois le truc, j'aurais pu prendre le raccourci à 18 ans et partir en école d'équitation, faire un cursus et faire enseignant d'équitation. Mais j'aurais certainement pas le bagage derrière d'ouverture, parce qu'on peut dire ce qu'on veut à la fac, tout ça. On côtoie des gens, on réfléchit, on s'ouvre au monde, en fait. Mais après, on peut se poser la question, pourquoi avoir fait toutes ces études pour finalement venir faire du cheval. J'aurais pu très bien m'en passer. Ouais, je comprends. Mais c'était vraiment un passe-temps comme d'autres choses. Mais c'est comme ça que j'ai fait mes armes et c'est comme ça que je me suis fait connaître, parce que j'étais le petit gars du coin, en fait, à qui on confiait les chevaux pour les débourrer. D'accord. Donc c'est comme ça. Et à l'époque, parce qu'il faut bien comprendre que le horsemanship, Parelli et les autres, les autres, ses prédécesseurs, parce que c'est Parelli qui a diffusé une philosophie donc de Tom Dorrance, Ray Hunt, Bob Bannerman, tous ces gens-là. Mais ils sont arrivés en France en 99-2000, quoi. Absolument. Et après, donc avec le Haras de la Sens, avec Andy, avec tous ces gens, ça s'est diffusé, mais au début, on Elisabeth de faisait pas Corbigny, du tout ça. t'avais pas trop... J'avais pas la méthode John Lyons, j'aimais bien aussi, mais bon voilà, la vie a fait que je n'ai pas rencontré Elisabeth de Corbigny, bien que voilà, j'avais les bouquins de John Lyons, comment dire, intuitivement, je me suis orienté sur Parelli. Alors peut-être parce qu'il véhiculait plus ce mythe un peu du cow-boy, qui était à l'époque un mythe qui fait, quand on est ado, qu'on est jeune adulte, qui fait rêver. Alors que Elisabeth de Corbigny peut-être véhiculait une image plus française, plus classique, on va dire, sans mauvais jugement, plus classique. Et du coup, ça m'a peut-être moins fait écho. Mais voilà, moi j'étais le gars du coin à qui on amenait les chevaux débourrage. J'ai préparé, je faisais un peu d'endurance aussi, beaucoup même, parce que j'étais minot, on faisait déjà des courses de 90 km de nuit et tout, des choses à l'époque où l'endurance était au pas dans les descentes, au pas dans les montées, on montait en McClelland, c'est l'époque où le sport avait des lettres de noblesse, qu'il a totalement perdu aujourd'hui. Ça, on pourra peut-être en reparler, mais voilà, mais je me vois encore attacher le cheval sous un arbre, et moi je me laissais suspendre dans une branche. Tu vois, et dès que ça bougeait, tu vois, donc je faisais un peu n'importe quoi, mais ça fonctionnait. Les Indiens mettaient les chevaux dans des rivières pour débourrer. Donc après, en Angleterre, souvent ils les ont mis dans du sable ou dans des silos à grains pour reproduire, pour limiter le mouvement du cheval. Mais moi, je me suspendais à une branche et je me laissais descendre doucement et je remontais et j'habituais mon cheval comme ça. Voilà. Et ça n'a pas si mal marché que ça au final. Et puis après, si tu veux, je me suis jamais senti... Chaque fois que j'ai voulu aller dans un centre équestre, je savais que c'était pas ma place. Tu le sentais au fond de toi que c'était pas pour toi, trop de structures, trop de règles. Alors, c'était déjà, j'étais mal à l'aise pour les chevaux, mais ça tout le temps. Les chevaux en boxe, tout ça, moi j'ai jamais, ça m'a toujours, aujourd'hui encore, j'ai du mal. Les centres équestres pour moi me gênent. Tu savais pourquoi à l'époque ? Non, c'était juste voilà. C'était un ressenti. Ensuite, je n'aimais pas, comme je t'ai dit, j'étais un enfant un peu compliqué au niveau stress, angoisse, tout ça. Donc du coup, l'ambiance centre équestre où on te gueule dessus, où on te met en stress, c'était pas du tout pour moi. J'y reviendrai, mais ma réponse au stress, moi, c'était l'agression. Donc j'étais pas payer quelqu'un pour qu'il te gueule dessus, c'est juste inadmissible pour moi. Il y a que dans ce sport-là quasiment qu'on voit ça. Donc moi je te dis, après je viens des arts martiaux, donc on a un culte du silence, du respect mutuel entre le prof et l'élève et les autres élèves. On a vraiment un truc totalement différent de ce que tu peux voir dans un centre équestre où tout est dans l'apparence, où les gens s'engueulent. L'ambiance centre équestre, c'est vraiment aux antipodes de ce que moi je veux vivre dans la vie. Donc j'ai pas essayé, mais je suis pas arrivé. Donc, on va pas se forcer. À un moment donné, si t'es pas à ta place, il faut pas y aller, quoi. Donc, ça aussi, c'est des problèmes de développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, on va te dire, le développement personnel, oui, il faut, quoi que ce soit l'environnement, il faut t'adapter. Les ressources sont en toi, mais non, quand la situation est merdique, t'as rien à y faire en fait. C'est pas se dépasser. Si la situation est pourrie, que t'es pas à ta place, il faut pas y aller. Point barre. C'est une limite qui peut parfois être difficile à trouver. Est-ce que je dois continuer et m'acharner parce que en fait c'est juste que ça va se débloquer et je le vois pas encore, ou bien est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est pas pour moi? Alors comment tu vas le ressentir quand c'est une limite? Si la limite ça se calcule en termes d'heures de travail, il n'y a pas de problème, il faut y aller. C'est-à-dire si c'est bosser, ça il faut y aller. Mais quand tu bosses comme ça, c'est que tu as une certaine motivation, tu te sens à ta place. Moi, je peux faire des heures de sport, de n'importe quelle discipline. Si j'ai décidé que demain, le tir à l'arc, ça me plaisait, mais je vais me payer des stages de tir à l'arc comme j'ai fait, et puis je vais bosser le tir à l'arc. Et je vais y passer des heures. Mais parce que je sens qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, je suis en phase avec ce que je cherche. Par contre,
si ton instinct, qu'on n'écoute pas assez souvent et qui se trompe pourtant jamais, si ton instinct te dit non, ça va pas, ben, il ne faut pas rester. Il ne faut pas y aller. Après, il ne faut pas... Alors là, c'est vaste, parce que là, si on part sur ce truc-là, on va parler longtemps. Parce que sur le développement personnel, on peut en discuter un moment, parce que je suis un petit peu... on va dire, je suis un petit peu fâché avec l'idée du développement personnel. Ah, tu es fâché avec quoi dans le développement personnel? Parce qu'on peut bien se dire qu'avoir des chevaux en face et toute la démarche que tu as, c'est du développement personnel, en fait. Je suis totalement d'accord. C'est se regarder soi. Oui, mais je suis totalement d'accord, parce que le développement personnel, c'est discipline, détermination et persévérance. Je veux dire, en fait, c'est tout ce que tu apprends aussi en arts martiaux. N'importe quel sport. Tu veux faire de l'escalade, tu veux performer en natation, en athlétisme. Le développement personnel, il arrive par la pratique. L'implication absolue et totale que tu vas mettre dans une discipline. Oh, c'est beau ça! Non, mais j'adore. En fait, c'est parce que tu vas t'éprouver physiquement et mentalement que tu vas automatiquement faire du développement personnel. Pour moi, la question du développement personnel, à partir du moment où tu travailles des chevaux, tu dis je vais travailler ma vie avec les chevaux. Il va falloir que je m'adapte en permanence. Il va pas falloir que je me cède à la colère. Il va pas falloir que je cède à la peur. Tu es dans le développement personnel. À partir du moment où tu te dis bon, demain je veux courir le marathon, il va falloir que pendant 6 mois je me prépare. C'est-à-dire que je fasse attention à combien je dors, qu'est-ce que je mange, mes blessures, combien je m'entraîne. Tu es déjà dans le développement personnel. Absolument. Ça, c'est une question qui se pose pas en fait pour le développement personnel. Quand tu viens du sport et du dépassement, tu as cette culture-là. Pour moi, le développement personnel, c'est pas de se dire allez, on va tous se baigner dans une eau à 18 degrés dans un lac, tu vois, super, youpi, tralala, on est content. C'est pas de se dire non, tu vois, il y a un mythe au niveau du développement personnel qui, pour moi, et d'ailleurs en marketing, on te le vend. Hein. Si tu veux vendre quelque chose, il faut que ce soit facile, rapide et pas trop cher. Et tout ça, c'est faux. Si tu veux faire quelque chose qui est vrai, il faut que ce soit pas forcément rapide. En général, la progression, elle est longue, elle est difficile. Et elle est chère, que ce soit en termes de temps ou de finances. Et si tu te lances dans quelque chose qui ne rentre pas dans ces 3 critères, tu peux être sûr que c'est faux. Mais je pense que le développement personnel, c'est un monde où il y a tout et n'importe quoi aujourd'hui. Oui. Mais pour moi, c'est exactement ce que tu dis. Enfin, tu vois, c'est tous les trucs où on va te dire c'est rapide, pas cher. Eh ben non, en fait, c'est impossible. C'est impossible. Moi, j'ai vu l'autre jour une truc pour devenir un expert de la méditation en 6 mois. Oui, ok, non, d'accord, ce genre de choses. Oui, ok. Tu vois, il y a des gens qui, au Tibet, méditent toute leur vie. Et là, il y a un mec qui te dit je te vois une méthode pour devenir un expert de la méditation en 6 mois. Ouais, ça, c'est le courant. Mais ça, je trouve que depuis le Covid, alors c'est peut-être que moi je m'y intéresse et que ça existait déjà avant, je sais pas, mais des formations, vu que tout le monde s'est branché formation pendant le Covid parce qu'on était tous coincés, du coup, il y a eu énormément de formations sur, comme tu dis, devenez investisseur immobilier en 2 jours et ne travaillez plus jamais dans votre vie. Tous ces messages trop beaux. Il faut partir. Ça, quand c'est trop beau, c'est pas vrai. Et en général, c'est pas être pessimiste, hein, c'est juste que non. Oui, ça c'est ça c'est n'importe quoi. Mais après, ça je suis entièrement d'accord. Et pour moi, c'est pour ça le développement personnel, c'est pas un truc. Quand on dit j'aime pas le développement personnel, en fait c'est un truc de marketing qui est lié au développement personnel qu'on connaît pas, parce qu'en fait on en fait tous. Mais disons que essayer de s'améliorer. Moi, si tu veux, de là où je viens, si je vais suivre quelqu'un, on va dire par exemple tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du marathon. Oui. Je vais regarder qui a fait des marathons, tu vois, un mec qui les a déjà courus, qui en a fait plein, tu vois. Lui, je dis, ce mec-là, vu par quoi il est passé, il a quelque chose à m'apprendre. Par contre, me faire coacher pour faire un marathon par un mec qui n'en a jamais couru, non. Ouais. Et après, il y a cette idée de... Mais bon, c'est très européen, c'est très français. Hein. Tu vois... Moi, je viens des arts martiaux, donc la culture de la méditation, du zen, c'est quelque chose. Le zen, la méditation, c'est quelque chose de pas sympa du tout à faire. C'est très dur la méditation. Tu t'assois face à un mur, tu fais attention à ta posture. Dès qu'on voit que tu t'endors, tu t'affaisses, tu prends un coup de bambou derrière la nuque, un coup de bambou pour te redresser, pour pas dire que tu es en train de t'affaisser. Faut pas bouger, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure minimum. Ouais. Ok. C'est pas fun, hein, la méditation, c'est pas fun. Hein. Et pourtant, c'est fondamental dans la vie. Et moi, aujourd'hui, en ce moment, j'ai plus le temps de le faire. Donc, ça me peine quelque part, mais j'ai pas le temps de le faire. Quand j'arrive à faire 10 minutes de temps en temps, voilà. Mais on pourra reparler des bienfaits de la méditation. Mais aujourd'hui, en France, par exemple, je tire pas du tout sur la caravane. Mais comme la méditation, c'est trop dur,
on crée la sophrologie. C'est une forme de méditation, mais beaucoup plus adaptée au public français. C'est-à-dire, c'est un peu plus cool. C'est guidé, on t'allonge, tu sens tes joues qui se défont, machin. Ok, ça marche très très bien. J'ai pas dit qu'il fallait pas faire de sophrologie, mais on est toujours en train d'essayer de simplifier énormément des trucs qui au final ne sont pas tellement simplifiables. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que de nouveau, c'est des courants. Parce qu'en fait, tu as aussi les courants, je crois que son nom, c'est Ryan Holiday qui a fait The Obstacle is the Way. C'est en gros, c'est tout le courant qui dit, mais en fait, c'est le chemin le plus dur qu'il faut prendre. Point barre. Exactement. C'est toujours ça. C'est sur ce chemin-là qu'on va apprendre. Et c'est ce que je dis aux gens avec les chevaux. Je dis que tu as la chance d'avoir un cheval difficile. Parce que celui-là, il va t'apprendre plein de choses. Alors après, moi, tu vois, là, si je peux faire peut-être une parenthèse, je pense qu'après, ça dépend. Il faut être très, très clair sur ce qu'on veut avec le cheval. Ah oui. Parce qu'il y a une certaine limite, en fait, de tolérance qu'à un moment donné, si on dépasse, si on est tout le temps dans le rouge avec son cheval, ça va jamais aller. Exactement. Et du coup, moi, je sais que j'ai 2 chevaux. J'ai un cheval qui est très compliqué pour moi. Donc, je dis bien pour moi. Et j'avais donc Thiago, et maintenant j'ai un autre cheval qui a aussi vraiment très cerveau gauche, très réfléchi, qui n'a pas les chocottes tout le temps. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour moi à gérer. Et les problèmes ou les challenges que je vais avoir avec ces chevaux sont faciles pour moi à gérer. Les challenges des chevaux avec des chevaux qui sont pétés de trouille tout le temps, c'est plus compliqué pour moi à gérer. D'accord. Thiago est mort. Je n'avais plus que le cheval qui a les chocottes tout le temps. En fait, je me suis dit, génial, on va vraiment y aller et on va faire un super truc. Et en fait, ça a été très compliqué parce que moi, je me mettais tout le temps dans le rouge. En plus, couplé à ça, avec une phase de vie où tu as un enfant en bas âge, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu dis, tu vois, quand tu disais, là, la liberté temporelle, on l'oublie, tu vois. Tu arrives au cheval, tu sais que tu as 1 heure, quoi. Ouais. Donc, en gros, tu sais que tu ne peux pas avoir une qualité énorme. Enfin, voilà, il va falloir s'adapter, quoi, en gros. Et du coup, j'étais tout le temps dans le rouge, tout le temps à ressortir du cheval en me disant c'était pas top. Tu vois, tu vois, parce que je pouvais pas avoir les éléments qui me permettraient d'avoir des bonnes séances. Ouais. Depuis que j'ai l'autre cheval, ça m'a permis d'enlever une pression et de dire, en fait, Fuego, que j'adore, je vais juste faire des séances quand j'ai vraiment tous les paramètres. Oui. Et depuis que j'ai ça, maintenant, c'est mieux. Mais tu as énormément progressé sur ce concept-là. Le fait d'avoir pensé à ça, de te l'avoir imprimé, ça t'a fait énormément progresser. Ouais. À ce niveau-là, tu t'es rendu compte de certaines choses. Ouais. Après, moi, donc, effectivement, j'ai toujours dit que les chevaux difficiles... Alors après, comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais ça peut être... c'est totalement vrai avec les chevaux. C'est-à-dire que le maître, ça peut être le cheval, et c'est souvent le cheval. Par contre, il faut que l'élève soit prêt. Et on est en fonction des niveaux qu'on a, parce que du temps qu'on a pu passer, on peut dire ce qu'on veut. Quelqu'un qui passe sa vie avec les chevaux tous les jours aura toujours un niveau supérieur que quelqu'un, je parle du cheval même, le cheval lui-même, que quelqu'un qui passe 1 heure par semaine. C'est pas comparable. C'est pas comparable. En nombre d'heures à la fin de l'année, il y a quelqu'un qui a fait 1000 heures, un cheval qui s'entraînait 1000 heures et un entraîneur qui a passé 1000 heures avec les chevaux, en face de quelqu'un qui a passé 50 heures. Donc, c'est pas comparable. Même si, peut-être, sur ces 1000 heures, il y en a plein qui sont rachetés. Parce qu'elles ne sont pas toutes de qualité. D'accord ? Il vaut mieux 50 heures de qualité que 1000 heures avec la moitié d'heures pourries, de mauvaise qualité. Donc, on aura quand même 500 heures de bonnes. Ouais. Quand même. Comparé à 50. Mais après, c'est important, tu vois ce que je dis. Moi, j'ai une approche, donc on parlera des arts martiaux après. Mais moi, donc j'ai toujours expliqué à mes élèves que le plus important, c'est, si on ne veut pas passer à côté du message des chevaux, et là, je ne parle pas de faire un développement personnel, même si ça en est au final, si on ne veut pas passer à côté du message des chevaux, ça ne veut pas faire l'erreur, quelle que soit la discipline, de voir que de la technique, parce que dans le horsemanship, il y a des gens qui ne voient que la technique, et qui vont faire du horsemanship avec un état d'esprit d'école d'équitation dans le mauvais sens du terme. Donc là, on prend des techniques sans comprendre, sans savoir et sans travailler sur soi. Donc là, ça ne va pas marcher. En fait, tu fais rien de bien. Ce qui est important, c'est comment moi, je vais me comporter face à mon cheval, quelle que soit la circonstance. Et si tu veux, moi, une carrière, c'est un carré. Comme un dojo. Le dojo, en japonais, do c'est la voie et jo c'est le lieu. Donc le dojo, c'est le lieu de l'entraînement, c'est le lieu où je trouve ma voie. Une carrière, pour moi, c'est quand je rentre dans ma carrière, même un rond de longe, pour moi, c'est un dojo.
C'est un endroit où je vais chercher ma voie. Et comme j'explique toujours aux gens, je dis attention, et d'ailleurs, c'est pas neutre, parce que ça peut faire écho à l'équitie, ça peut faire écho à l'équithérapie. Vos problèmes d'humain, qu'on a tous, hein, le sac à embêtement, pour pas dire autre chose, il faut absolument le laisser à l'entrée. Et si tu n'es pas capable de faire ça, c'est que tu vas faire partager à ton cheval tes soucis d'humain. Tu vas être fatigué, tu vas être stressé, tu as pris un PV, tu t'es engueulé avec ton chéri ou ta chérie, tes enfants ont eu des mauvaises notes à l'école, je sais pas, n'importe quoi au travail, ton chef t'a mis la pression. Si tu n'es pas capable de couper ce lien entre l'avant, ton temps cheval, avant ton temps cheval et ton temps cheval, c'est super important. Hein, ça, il faut absolument arriver à le faire. C'est déjà une des causes d'échec. C'est-à-dire qu'à peine tu as commencé à rentrer dans la carrière, tu n'as pas touché ton cheval, si tu n'as pas changé cet état d'esprit, tu es déjà en train de perdre. Donc c'est vraiment important de se dire, ok, moi, quand je rentre sur la carrière, je suis quelqu'un d'autre. Comme quand je mets mon kimono. Le kimono, il est blanc pour tout le monde. Il y a le temps du vestiaire. Quand on rentre sur le tapis, bon, il y a le cérémonial, on salue, tout ça, mais on n'est plus sur le temps vestiaire. Le fait de mettre le kimono veut dire que je suis à la disponibilité, je suis disponible à l'enseignement que je vais recevoir, je suis respectueux par rapport au lieu, tout ça. Mais c'est un petit peu ça qu'il faut arriver à retransférer dans le travail des chevaux. À partir du moment où tu rentres dans la carrière, à partir du moment où tu rentres dans le rond de longe, à partir du moment où tu rentres dans le box, tu dois switcher ça. Et si tu n'es pas capable de le faire, ben, la fatigue va faire que tu vas te mettre en colère. Et après, c'est le cercle vicieux. Hein, c'est-à-dire, tu te mets en colère, tu frappes ton cheval, donc culpabilité, frustration. Le cercle vicieux rentre et tu rentres. Ah, j'ai fait une mauvaise séance, en plus j'ai frappé mon cheval. J'en parle parce que quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas attention à ça. Et j'étais un humain normal. Donc, du coup, quand ça n'allait pas, ben, je pouvais me mettre en colère, je pouvais avoir des gestes qu'aujourd'hui, je ne tolérerais plus sur un cheval. Enfin, que je ne me tolérerais plus de faire sur un cheval. Mais on n'est pas parfait, hein, on progresse. Donc, mais c'est vraiment important d'arriver à envisager la carrière. C'est pour ça que moi, j'aime le silence et le calme dans la carrière. C'est vraiment un dojo. C'est un lieu où on trouve sa voie. Et venir avec les chevaux juste pour faire de la technique, que ce soit du Pat Parelli, du Linda Parelli, du Elisabeth de Corbigny, du Andy Booth, de ce que tu veux, si tu viens avec un état d'esprit bordélique dans ta tête, c'est important, ça peut paraître, mais si tu arrives avec l'état, je vais faire tel exercice parce que j'ai vu machin faire tel exercice et tout ça, mais tu as déjà perdu en fait. Tu viens répéter des exercices sans creuser plus loin ce que ça peut t'apporter. Tu vois, et c'est très important ce que je dis parce qu'au final, on a la même chose dans les autres sports. Aujourd'hui, les dojos se vident. Parce qu'aller au dojo pour faire du judo, du karaté, c'est compliqué. Les gens vont sur la self-défense, sur le Krav Maga, des choses qui sont beaucoup plus rapides. Il n'y a pas le kimono, on est en tenue de ville, il n'y a pas le cérémonial, j'ai jamais réfléchi à ça. Il n'y a pas le... Et c'est plus simple. Et aujourd'hui, les enseignements de karaté, tels que moi, par exemple, je les ai connus, les enseignements traditionnels d'arts martiaux, ne se font plus parce qu'il n'y a personne dans les dojos. Trop de discipline, trop de respect, trop de... Aujourd'hui, non, c'est plus ça. Moi, quand j'étais... si mon maître entend le podcast, tu n'avais pas le droit de t'asseoir par terre comme une grosse vache. Tu étais debout ou à genoux. Et si tu maintiens cette discipline-là, les gens ne viennent plus aujourd'hui. Ils s'assoient par terre, comme ils veulent. Sinon, avant, quand tu arrivais en retard sur le tatami, tu attendais au pied du tapis que le prof daigne bien t'accepter pendant le cours. Et ça pouvait durer 10 minutes, un quart d'heure. Aujourd'hui, tout le monde arrive alors qu'il arrive. Ouais, c'est intéressant. Mais si on maintient, parce que c'est une discussion que j'avais avec mon prof, mon maître l'année dernière, c'était aujourd'hui, si tu maintiens ça, les gens ne viennent plus. En fait, ils veulent plus investir autant. On veut du rapide, facile, pas cher. Et quand je dis pas cher, c'est pas forcément pécuniairement. C'est pas cher en termes de temps ou d'investissement personnel, en coût énergétique, en ce que je vais faire. Et c'est vraiment le problème de notre société d'aujourd'hui. Et on voudrait qu'avec les chevaux, ce soit comme ça. Et tous les gens, quand ils viennent, maintenant, moins, c'est à une époque, quand les gens venaient, aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir sélectionner les gens avec qui je travaille. Mais avant, c'était, quand les gens faisaient appel à moi, c'était pour mettre un pansement sur un problème, en fait. Mais ça ne marchait jamais, en fait. Ça ne marche pas. Si tu ne changes pas l'environnement, tu peux soigner le truc. Quand tu remets le cheval et l'humain dans l'environnement qui est défaillant, ça veut dire l'enseignement, ça veut dire plein de choses. Eh bien, ça sert à rien ce que tu as fait. Donc, tu perds ton temps, tu gagnes de l'argent, mais au final, pour rien. Parce que le problème, tu ne le résous jamais. C'est très intéressant. J'ai fait 14 ans d'arts martiaux, donc ça me parle à fond, ce que tu dis.
Et du coup, par rapport aux arts martiaux, donc, quelles ont été les leçons de vie? Qu'est-ce que ça t'a appris? Parce qu'on sent que c'est très fort en toi, ça a vraiment forgé une certaine mentalité comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer dans les grandes lignes quel a été l'effet? Alors, en fait, voilà, moi, quand j'étais ado, jusqu'à ce que mes 15 ans, j'avais une... Alors, comme je t'ai dit, j'étais très bon élève. Ouais. Je faisais beaucoup de musique aussi. Ok. Et alors, je jouais non pas de la guitare électrique ou d'harmonica comme j'aurais voulu, je jouais du clavecin et de l'orgue. Ah ouais, non mais je te dis, on découvre des choses aujourd'hui, Ludo. Je suis un ovni. Et donc, Ludo, il passait beaucoup de temps dans les églises à jouer de l'orgue. Okay. Donc, voilà, donc c'est des choses, donc je jouais les messes de minuit, toutes ces choses-là. Ouais. Et donc ça, c'était plutôt tu vivais bien. Goût, Alors j'aimais bien parce que je suis toujours resté très proche des lieux de culte, en fait. Il y a une énergie. Okay. Ouais. Et même aujourd'hui, quand j'ai besoin de réfléchir, j'aime bien aller dans une église où il y a une énergie. Je ne parle pas de croire forcément en Dieu ou des choses comme ça, parce que ça doit être libre d'accès. Enfin, chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je crois en plein de choses différentes. Puis, voilà, donc voilà, je ne me prends pas la tête à savoir comment ils s'appellent. Les lieux de culte ont quand même une énergie propice à la réflexion. Et moi, j'ai grandi, donc du coup, j'ai grandi. J'ai passé beaucoup de temps dans les églises, dans des lieux quand même solennels, avec le son d'un orgue. Donc, même s'il y avait un côté religion, il y avait quand même un côté, voilà, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut. T'écoutes les chants grégoriens, c'est beau. Tu n'es pas obligé de croire au charabia qui a raconté, mais t'écoutes les chants grégoriens. T'écoutes les chants grégoriens, c'est très joli. Ça rejoint un peu le côté méditation. Ouais, de toute façon, clairement, la prière, c'est une méditation. Quand tu prenais le chapelet d'église avec les petites billes, c'est un je vous salue à chaque bille. En fait, c'est pour te mettre dans un état de méditation. C'est comme le mala tibétain. Toutes ces choses-là marchent sur le même principe, en fait. On change le nom, on change la couleur. Mais l'être humain étant ce qu'il est, il fonctionne un peu partout pareil, qu'il soit chinois, arabe, noir, africain, américain, esquimau, ce que tu veux. L'humain, ça reste un être humain. Et j'avais une réponse, par contre, donc j'avais la tête du bon élève, tout aussi parfait. Par contre, j'étais très bagarreur et dès qu'il y avait un regard de travers, tous les gens qui me connaissent dans ma famille ou tout ça savaient que je m'exprimais par de la violence. Ok. Ça m'a suivi longtemps. Alors, tout ça, pourquoi? Je l'ai compris assez tard. C'est quand j'étais jeune, j'ai perdu une sœur. Donc ça, c'est la chose pas sympa de l'interview. Et j'ai quand même grandi dans cette ambiance, par rapport à ça, quand même, mine de rien, avec une colère en moi et qui donc sortait comme ça. Avec même physiquement, c'est-à-dire que j'avais des crises d'eczéma, j'avais beaucoup de choses qui ressortaient de ça. Et donc, ce qui m'a sauvé la vie, c'est quand mes parents en ont eu marre quelque part et m'ont dit bon allez, aux arts martiaux, j'aurais pu finir à l'aïkido, taekwondo ou judo. J'ai fini au karaté. D'accord. Karaté, Shotokan. Karaté, Shotokan. Et là, le premier cours, j'ai pris ma première leçon. Ok. C'est-à-dire que je suis arrivé sur le tapis en roulant des mécaniques. Ok. Je m'exprimais, toute mon allure, en fait, était le bad boy, si tu veux. Je jouais comme ça. Donc, j'allais au stock américain. Donc, j'étais très bon élève, mais j'avais une gueule de punk. D'accord. Les Rangers ouvertes, les treillis. Je faisais le clodo, en fait. Ouais. Donc, il y avait quand même un truc qui résonnait bizarrement. Ouais. Le mec, il était en terminale S, mais il mettait des têtes de mort, il était habillé comme un clodo. Enfin, tu vois, bref, c'était assez bizarre. Mais comme j'aimais apprendre, l'école ne m'a jamais posé de problème. J'ai toujours aimé apprendre. Donc, j'arrive sur le tapis en roulant un peu des mécaniques. Et là, le prof me fait, toi, tu sors du tapis, quand tu auras appris à marcher, tu auras le droit de monter sur le tapis. Waouh. Ça a duré 2 minutes. Et puis, la fois dont tu me l'as dit, tu savais qu'il ne fallait pas dire qu'est-ce que tu as un problème, parce qu'on va se la raconter. Non, là, tu savais qu'il ne fallait pas. De suite, le mec, il m'a posé direct, par le regard, par l'intensité, par l'aura qui dégageait. J'ai compris qu'il ne fallait pas rigoler. C'était ma première leçon. Il m'a chopé 15 jours ou 3 semaines plus tard en train de foutre sur la gueule un mec dans les vestiaires, qui est devenu ensuite mon meilleur copain. Il m'a foutu sur la gueule. Le prof, il m'a dit la prochaine fois que je te vois faire ça, je te mettrai aussi sur la gueule. Et ça a été ma deuxième grosse leçon. Mais aujourd'hui, tu ne pourrais plus faire ça. Non, évidemment. Aujourd'hui, tu sais, maintenant, il faut discuter beaucoup, c'est que de la bienveillance, il faut... Non, voilà. Bref, ça, c'est un autre débat. Partage-moi tes émotions d'abord. Et si tu veux, donc les arts martiaux m'ont énormément structuré parce que dans l'idée qu'en fait, ils ont utilisé un carburant que j'avais à foison chez moi, la colère. Ok. Mais dans un cadre. Alors. Ils ont structuré, ils ont cadré cette colère. En parallèle, je faisais beaucoup de cheval.
Et à ce moment-là, j'étais très dur aussi avec les chevaux. Ouais. Ok. Quand ça allait pas, je m'énervais. Mais voilà. Et j'ai fait des choses pas belles, comme tous les gosses voilà, qui foutent sur la gueule à leurs chevaux, parce qu'à l'époque, tu sais pas, on t'a pas montré, t'as pas réfléchi, et qu'on a tous fait ça à un moment donné dans notre vie quand on était enfant. Karaté a commencé à me désamorcer. Et en même temps, je sentais qu'avec les chevaux, il y avait un truc que j'avais pas saisi. Ok. Et donc, je faisais des choses, et puis un jour, je suis tombé sur le bouquin du Pat Parelli, Natural Horsemanship, qui est devenu ma Bible. Je dis, enfin, un mec qui dit un truc qui m'intéresse sur les chevaux. Parce que tout le reste, les bouquins de dressage, d'équitation académique, si tu veux, pour moi, c'était juste... Je dis, mais qu'est-ce qu'ils s'emmerdent à faire ça, les gens? Je dis, pour aller dehors en extérieur avec un cheval, tu n'as pas besoin de savoir tout ça. Moi, je ne m'étais jamais posé la question. Je faisais plein de trucs super avec mes chevaux. Donc, je me dis, bon, ça veut dire que c'est inutile, parce que les bouquins, je ne les ai pas lus et je n'en ai pas eu besoin. Alors, c'est sûr que je ne piaffais pas, je ne changeais pas de pied autant. C'était pas ma recherche non plus. Mais c'était pas ce que tu voulais. Non, pas du tout. C'était pas du tout ma recherche. Moi, je voulais un cheval avec qui je pouvais partir à fond la caisse dans les champs, sauter des murets de pierre et passer sous des arbres et sauter des troncs à fond la caisse. Et voilà, c'était voilà, presque du cheval motocross, on va dire. Tu vois, le bouquin de Parelli a réveillé quelque chose en moi qui m'a dit, ouais, il y a un truc à changer dans ton approche. Et plus j'ai travaillé ça, en fait, moins j'ai fait d'arts martiaux dans un premier temps, et même jusqu'à arrêter. Parce qu'en fait, ma pratique des arts martiaux s'alimentait sur ma colère. Les chevaux sont venus éteindre cette colère. Du coup, mon carburant d'arts martiaux, je ne l'avais plus. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. À un moment donné, quand il faut aller Parce que moi, j'ai fait un petit peu tout. Autant j'ai fait du karaté, je suis allé faire de la boxe thaï, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait du full contact, j'ai fait beaucoup de choses. Des sports de combat, et des arts martiaux. C'est totalement différent. Le horsemanship, pour moi, est presque un art martial. Le CSO est un sport équestre. J'aime beaucoup cette différence. Il y a vraiment quelque chose de différent. Donc moi, il y a des années, comme je te disais tout à l'heure, il y a des années, je me sens envie d'aller au karaté parce que j'ai envie de cadre et de structure. Donc je vais aller faire un art martial. Il y a des années où j'ai juste envie de me dépenser. Et puis moi, je n'ai pas le temps de les faire les deux. Donc je vais aller faire un sport. Je vais aller à la boxe. La boxe, c'est un sport. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre ou pas. C'est-à-dire que les deux sont du dépassement de soi. Les deux, c'est de la sueur et de la serviette et du vestiaire qui pue, la sueur, tu vois. Mais dans les arts martiaux, il y a un truc en plus qu'on n'a pas dans les sports. Et moi, c'est comme ça que je vois le vrai horsemanship. Et je utilise ce mot avec de gros guillemets. C'est comme s'il y a un élément, entre guillemets, philosophique ou vraiment de recherche presque spirituelle. J'aime pas trop utiliser ces mots parce que ça fait tout de suite fumer par les racines, tu vois. Mais je ne sais pas trop comment l'exprimer parce que je vois exactement ce que tu dis. Parfois, juste un sport où tu n'as pas besoin d'aller réfléchir à se dire que je serais meilleur avec de la méditation ou passer des heures à rester dans l'immobilité, tout ça. Non, des fois, il faut juste taper très fort dans un sac, ça fait du bien. Exactement. Ou contre quelqu'un d'autre. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, pour faire ces sports, il faut un peu d'agressivité. Tu peux pas. Tout à fait. Donc on en viendra sur le regard, sur la baisse d'empathie, un boxeur qui se regarde ou le salut au karaté quand on est face à face avec les juges avant que le hajime passe. Le fait de se fixer dans les yeux est en train de faire baisser l'empathie, parce qu'à un moment donné, pour se foutre sur la gueule, il faut être dans une mentalité qu'on ne va pas se faire des bisous. Donc c'est pas un ennemi en face, mais c'est un adversaire. Est-ce que c'est pas le côté animal que tu vas chercher là? Il y a un côté animal. Il y a un côté dépassement. Dans les sports de combat, il y a un côté dépassement qu'on n'aura pas dans les autres sports. Tu peux dire ce que tu veux. Et ça fait peur, parce que c'est violent. On se fait mal. Et autant on va se faire mal sur un marathon, on va se dépasser, mais on ne prend pas des coups dans la tronche. Non, c'est complètement différent. Un sport de combat, il ne faut pas avoir la trouille. C'est la rage, ça appelle la rage. Il faut quand même y aller, et tout le monde n'est pas prêt à ça. Parce que tu dégustes. Mais enfin, tu dégustes. Moi, mine de rien, j'en ai fait toute ma vie. Je me suis pété une dent et 3 fois le nez. À cheval, je me suis pété des clavicules, des chevilles, des genoux, des doigts. Voilà. C'est pas du tout la même traumatologie. J'ai toujours dit, on est moins en danger sur un ring face à un humain qui n'est qu'un humain que dans le pré de ton cheval. Ça n'a rien à voir, le danger. Parce que moi, toutes mes grosses blessures, je ne les ai pas faites en faisant les sports de combat. Je les ai eues à cheval. C'est marrant. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Du moins, d'en prendre conscience. Alors après, les chevaux m'ont énormément baissé cette colère. Du coup, j'ai arrêté les arts martiaux parce que j'avais plus de carburant sur lequel j'avais construit. J'y suis revenu que bien plus tard. Avec un autre carburant, du coup. Avec un autre carburant, une recherche, une philosophie sur la lenteur, sur la décomposition du mouvement, sur le mieux bouger, mieux utiliser son corps, mieux utiliser l'espace. Donc c'est des choses que je parle beaucoup sur ma chaîne de formation parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est indispensable à une vraie compréhension du cheval, d'arriver à utiliser l'espace. Comment bouger avec le cheval, comment bouger autour du cheval.
au-delà de toutes les histoires de c'est la sphère, mon espace personnel, ils viennent pas dans mon... Tous ces trucs-là, moi, je suis vraiment très contre. Enfin, tout ça, pour moi, je ne mets pas de considération du tout sur ça. On en parlera tout à l'heure sur en carrière, si tu veux, mais vraiment, on doit savoir bouger et utiliser notre corps correctement. Parce que le cheval, on parle tout le temps de la confiance, créer la confiance avec le cheval. Et bien, la première chose pour créer la confiance chez un cheval, ça c'est important, ce que je vais te dire, c'est pas de faire de l'habituation, c'est-à-dire des techniques de désensibilisation, hein, ça on s'en fout. Pour que la première chose, pour que le cheval soit en confiance, c'est qu'il doit facilement nous lire. La communication doit être bonne. Si la communication n'est pas bonne, tu vas déjà créer de l'angoisse chez le cheval, parce que le cheval, il déteste ne pas savoir. Donc, s'il sent qu'il ne comprend pas ce que tu demandes, tu es déjà en train de lui faire peur. Et tu n'as pas besoin de mettre une poche plastique au-dessus ou un flag et agiter ça pour créer la confiance chez le cheval. Ça n'a rien à voir. Le premier niveau de confiance, et le plus important, c'est d'être un expert de la communication non verbale. Comment je bouge avec le cheval, comment je me déplace avec le cheval, comment je parle avec mon buste, avec mon bassin. Toutes ces choses-là, c'est super, super important. Comme je te dis, souvent, le problème avec un cheval, il va juste venir parce qu'on est trop près. Okay, si je faisais une démonstration, on ne se connaît pas, je vais me mettre très près de toi. C'est très désagréable. C'est très désagréable. Okay, donc, parce que notre cerveau nous dit attention, l'amygdale clignote, situation dangereuse, il y a quelqu'un qui est trop près de toi et il n'a rien à faire là. C'est ni ton amoureux, ni ton enfant, ni. Voilà. Et donc, il y a un danger. Donc, tu vois, déjà, certains chevaux, le fait d'être trop près d'eux au départ, déjà, va créer du stress. Il faut en prendre conscience de tous ces petits détails-là. Donc, les arts martiaux m'ont permis ensuite de revenir et de vraiment intégrer tout ça pour dépasser le simple fait de bouger des hanches ou des épaules. Ok. Tu vois ? Mais là, il faudrait être avec les chevaux pour en discuter. Parce que bouger des hanches et des épaules, c'est bien, mais il faut encore savoir le faire correctement. Mais tout ça pour dire que voilà, le premier niveau de confiance, c'est le plus important qu'on doit développer. C'est notre communication non verbale. On doit être facile à lire pour le cheval. Et si je devais donner un exemple, hélas, nous, c'est pareil, les humains, si tu as envie de lire un bouquin, il faut qu'il soit écrit assez gros, surtout quand tu vieillis, et qu'il ne soit pas en train de bouger. L'humain, pour un cheval, c'est un bouquin souvent qui est écrit trop petit et qui est toujours en train de bouger. Essaye de lire un bouquin écrit petit. Elle est chouette cette image. Elle est chouette, cette essaye de lire un bouquin qui bouge et qui est écrit trop petit, tu n'y arrives pas. Donc l'humain, il doit être grand dans les gestes, grand dans l'espace et stable, c'est-à-dire ancré. Et en général, plus ton cheval va être perché, donc, si on parle du système Pareilly, parce que c'est quelque chose que tu connais, même si moi, c'est une base pour moi, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je focalise et je me détache assez facilement de tout ça. Mais si on parle de cerveau droit, donc plus ton cheval va être perché dans des émotions intenses, animé par l'instinct de fuite, plus il va falloir que l'humain il soit fortement ancré. Ouais. Et c'est pour ça que je te disais, je pense que naturellement, je ne le suis pas. Il y a des gens qui naturellement vont l'être, et c'est là où le match n'était pas bon, dans le sens par rapport à la facilité du truc, et là où ça m'a énormément forcé d'être beaucoup plus, je suis sur mes pieds. Oui. Mais en fait, ça c'est marrant parce que j'ai retrouvé les soucis, parce que maintenant je regarde avec du recul, mais ces trucs-là, j'avais les mêmes challenges quand je faisais des arts martiaux. Par exemple, j'avais pas du tout de stabilité en arts martiaux. Oh tiens, c'est bizarre, j'étais pas sur mes pieds en fait. Et j'étais voilà, c'est un problème dans le sens où ma nature est pas comme ça, donc c'est quelque chose sur lequel je dois travailler plus. Exactement. Et quand tu dis je suis sur mes pieds, tu vois, alors sur ma chaîne de formation, je fais intervenir Thierry Alibert, qui est un expert à la base en karaté, c'est vraiment un grand monsieur des arts martiaux, mais qui est surtout un expert mondial en itachi, en qigong. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tourne au niveau mondial. Et qui est le meilleur européen, je pense, dans cette discipline. Je pense que devant lui, il y a que les Chinois. Donc voilà. Les premiers cours qu'on a filmés avec lui, c'était la posture de l'arbre. Donc, déjà, pour arriver à s'ancrer. Et puis, dès le premier discours, la première discussion qu'on a fait, donc il m'écoute parler, présenter, et puis il me dit, moi j'avais... il était assis, lui, et moi j'avais une jambe, j'étais un peu assis nonchalamment, décontracté, avec une jambe sur l'une sur l'autre. Voilà, Et je discutais, et puis il me dit, mais regarde Ludovic, déjà la première chose... t'es pas assis. Moi j'ai mes 5 orteils au sol. Ah déjà. Et du coup, je viens de vérifier, j'avais pas mes 5 orteils au sol. Tu vois, je suis assis, mais je suis déjà dans mes pieds. Et être dans ses pieds, et plus tard si tu fais de l'équitation centrée, ça sera pareil, être dans ses pieds c'est fondamental.
Et ça, il faut en prendre conscience. Et moi, le gars, tu te dis, déjà, ça fait 2000 qu'on a commencé sur un truc aussi basique. Déjà, il t'explique un truc qui change ta vie, hein, quand même. Tu dis, est-ce que là, je suis bien sur mes pieds? Ouais. Tu vois, et moi, maintenant, quand je m'assois, je fais tout le temps gaffe à ça. Ouais. Je me dis, je me reprends tout le temps. Je me dis, parce que j'aurais plutôt tendance à être comme ça. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire une pause, je suis tranquille, abachi dans mon fauteuil. Et non, on est assis sur ses pieds. Ouais. On est sur ses pieds. Et on monte à cheval sur ses pieds. Ouais, on monte à cheval sur ses pieds. Et là, avec le tout nouveau qui vient d'arriver, qui est entier, qui est très gentil, il est adorable. Mais c'est un cheval qui pousse tout le temps. Mais tu sais, genre, tout gentil comme ça. Et en fait, tu te rends compte qu'il t'a poussé de 3 mètres et tu t'en es pas rendu compte, tu vois. Oui. Et tu là, et là, ok, bon, j'ai intérêt à être sur mes pieds. Parce que là, il vient juste de bouger. Mais là, il t'a pris de l'espace. Ouais. Donc, et tout va se jouer. Donc ça, dans les arts martiaux, on appelle ça, c'est une des composantes du concept Mahai, l'espace et le temps, en fait. Donc l'espace, c'est comment on bouge, et le temps, c'est plus ce qui va nous faire écho, nous, au timing. Okay, mais même le timing, on pourra en parler, parce qu'il faut vraiment approfondir cette notion. Mais voilà, l'espace que j'offre au cheval et l'espace que je vais lui prendre. Et je vais tout le temps jouer sur ça. Et après, j'ai juste envoyé à gauche, à droite, faire des choses avec. Mais on est deux individus qui évolueront dans un espace. Donc, une des idées complètement fausses. Et pourtant, je l'ai défendue, cette idée, parce que, comme beaucoup, j'ai fait du Parelli, du Lassens, entre guillemets, de manière. J'ai pas envie de dire le mot stupide, mais de manière. Sans poser forcément la question. Sans avoir une vision assez complète de la chose. On disait tout le temps, c'est le cheval qui bouge, pas l'humain. Ouais. Mais c'est archi faux. Donc, on avait des gens, je te le mime, donc je vais essayer de ne pas faire trop de bruit pour le micro, mais on avait des gens qui, par exemple, pour faire reculer le cheval, se retrouvaient comme ça. Ouais, ok. Ouais. Donc là, pour nos auditeurs, c'est quelqu'un qui n'a pas bougé ses pieds, mais qui essaye avec son torse, qui est complètement plié en avant pour essayer de faire reculer son cheval loin. Mais ça marche L'humain pas. doit bouger. Ouais. C'est l'humain et le cheval qui bougent ensemble. Il n'y a pas, dans un système à deux, il n'y en a pas un qui est fixe et l'autre qui bouge. Ouais. Les deux bougent et occupent l'espace ensemble. C'est une conversation. Ça, c'est un truc, une évolution aussi que j'aime beaucoup. Oui. Mais au début, quand tu prends le chemin de ces méthodes-là, toutes ces choses-là ne sont pas assez creusées. Alors, ça pourrait paraître arrogant de ma part, mais comment dire ? Aujourd'hui, ça se vend toujours comme ça. Ouais. Beaucoup de choses, comme la phase 4, comme toutes ces choses-là, ça se vend toujours comme ça. Je pense qu'il faut que ça évolue, surtout en plus, si on veut avoir une vraie relation avec son cheval, surtout en plus, si on s'intéresse à l'éthique et au bien-être des chevaux, parce qu'on va être obligé de s'en intéresser de plus en plus, parce que les mouvements de protection des animaux, de bien-être animal sont de plus en plus figés sur nous. Donc, il va falloir qu'on soit exemplaire. Il ne faut surtout pas les contrer. Il faut en profiter pour s'améliorer. Hein. J'ai toujours dit, il faut vraiment en profiter pour s'améliorer plutôt que de dire il nous embête. Pour rester poli. Donc, au contraire, il faut si on n'a rien à se reprocher, voilà. Après, comme je dis, bon, là on divers, mais il n'est pas né celui qui m'interdira de monter sur un cheval ou de passer du temps avec mon cheval. Il va falloir quand même que. Voilà, il va falloir s'il se lève très très tôt. Mais voilà, donc cette idée, voilà, les arts martiaux m'ont énormément amené à. Ma deuxième vie des arts martiaux m'a permis de énormément faire progresser ma compétence équestre. Excellent, ouais. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses dans le travail des chevaux. Et du coup, si on retourne à ton parcours, donc comment tu as commencé à enseigner ou est-ce que c'était ton rêve étant enfant de devenir quelqu'un qui travaille pour aider la communication des personnes avec leurs chevaux ? Comment ça s'est fait en fait ? Ça s'est fait par... Alors moi à la base, je suis passionné, je ne sais pas si tu as regardé un peu la bibliothèque, mais il y a beaucoup d'ouvrages sur les... Alors c'est toujours pareil, il ne faut pas que ce soit galvaudé parce que ce n'est pas du folklore, ce sont des vraies biographies, ce sont de vrais ouvrages. J'ai toujours été intéressé par les Amérindiens. Ouais. Donc quand j'étais gosse, moi quand je regardais un western, je ne voulais pas être le cow-boy. Ouais. Moi j'étais l'Indien. D'accord, donc ça peut paraître curieux, mais moi ce qui m'intéressait c'était l'Indien. Et intuitivement, encore une fois, donc toute cette philosophie, le chamanisme qui tourne autour de tout ça, voilà, ce grand respect de la nature, même si, attention,
C'est comme quand on dit les cavaliers mongols, c'est les hommes de chevaux. Non, attention, c'est pas dire qu'ils font des bisous à leurs chevaux. Les peuples cavaliers sont très durs avec les chevaux. Il faut vraiment. Quand je vois toutes les fables qui courent sur les Indiens, sur les Mustangs et les gens, comment ils peuvent fabuler sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Et les Indiens d'Amérique avec les chevaux étaient très durs. On parle de gens qui allaient à la guerre avec les chevaux. Absolument. Et il faut toujours remettre le contexte. Moi, j'aime bien dire, regardez, est-ce que la vie qu'ils avaient, ces gens-là, elle était facile? Non. Si leur vie, elle était dure, sachez que la vie des animaux était 1000 fois plus dure. Parce Exactement. que c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et le chien, chez les Indiens, le chien qui avait le malheur d'aboyer était un danger parce qu'il faisait repérer le village, on la battait. Voilà, et c'était, ça rigolait pas. Mais par contre, la culture, tout ça, moi, cette philosophie-là m'a toujours plu. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, ça m'a toujours attiré. C'est comme ça aussi que je suis arrivé un petit peu dans le cheval, mine de rien. Donc, puis on pourra plus loin parler du Mustang, parce que derrière, c'est ce rêve-là d'enfant qui vient se mettre là-dessus. Mais moi, la seule chose qui m'intéressait, mais encore, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça fait quoi? Ça fait 15 ans que j'enseigne. C'était... en fait, moi, les humains ne m'intéressaient pas. Mon discours, c'était les humains, c'est des cons. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est les chevaux. Et en discutant avec des gens de renommée, des gens comme Andy Booth, comme Benjamin Ayot, des gens qui ont du pédigré, qui savent de quoi ils parlent. Quand je les questionnais sur ces errances, ces questionnements que je me faisais, ils me disaient, mais Ludo, si tu veux aider les chevaux, c'est pas débourrer des chevaux ou éduquer des chevaux qu'il faut. C'est enseigner aux humains. Et cette idée-là, elle a fallu du temps pour qu'elle se mette en place dans ma tête. Et parce que moi, j'aime que les chevaux à la base. Mon trip, c'était d'être avec des chevaux, pas d'être enseignant d'équitation. C'est vraiment, ça m'a jamais traversé l'esprit d'être enseignant d'équitation. Et donc, j'ai fait des démos. Je suis monté, comme tu m'as dit, on s'était vu à la Sens en 2007. J'ai fait des démos, Andy m'invite, je fais des démos, puis voilà. Et puis là, ces démos se passent bien, les gens sont contents, et puis on commence à me dire, est-ce que tu ne veux pas venir faire un stage? Moi, je dis, ouais. Alors, c'est très curieux parce que ce stage-là, les demandes de stage sont faites pas loin d'ici, sur un centre équestre qui est pas très loin d'ici, à Saint-Pantaléon. C'est l'école d'équitation de l'Artigue. C'est ma première élève qui m'a lancé sur ces stages et la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Ah, excellent! C'est très rigolo quand on remet le feedback de tout ça. C'est très, très rigolo. Donc, j'ai fait... je suis devenu enseignant d'équitation sans être enseignant d'équitation. Je n'ai aucun diplôme d'équitation. Je n'ai aucun BPGEPS, je n'ai aucun BFEE, je n'ai aucun... j'ai mon galop 7 et un savoir 4, un savoir 4. Et j'ai un galop 7, voilà. Mais je n'ai aucune licence Parelli, aucun step 1, step 2 d'Andy. Voilà, je me suis... Alors, ça, on va y revenir. Ça m'aurait intéressé. Le cursus Parelli en lui-même, ou le cursus en Man Science en lui-même, m'intéresserait. Dans quelle mesure? Parce que ça colle à ce que je fais, en fait. Alors que passer un BPGEPS pour faire un truc qui est totalement différent, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne vois pas pourquoi je devrais apprendre à conduire à gauche alors que je conduis à droite. Tu vois le truc? Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, ça ne me paraît pas cohérent. Demain, si on dit la méthode d'Andy Booth ou la méthode Parelli, elle ouvre le droit, elle est diplômante reconnue en France, Ludo, il fonce. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'argent. C'est juste que moi, aujourd'hui, je ne veux pas, et je maintiendrai ma position, je ne veux pas passer un diplôme qui ne correspond absolument pas à mes valeurs. Je ne veux pas me travestir. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit « enseigne ce que tu incarnes et incarne ce que tu enseignes ». Et moi, je n'enseigne pas de l'école d'équitation et je n'incarne pas de l'école d'équitation. Mon boulot, c'est pas une critique. Chacun a sa place dans ce métier-là. Il y a des maréchaux ferrants, il y a des gens qui vont t'entraîner au CSO, il y a des gens qui vont t'entraîner au dressage, il y a des gens qui vont faire de la voltige cosaque, de la voltige classique. Il y a des gens qui... Voilà. Chacun son chemin. Moi, mon chemin, ce n'est pas de venir donner des cours à des enfants à la queue leu. C'est très bien pour apprendre aux enfants, mais je ne ferai jamais ça de ma vie. Ce n'est pas mon truc. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais me travestir à faire ça. D'accord? Donc, je n'ai jamais passé aucun diplôme, mais comme des tas de gens, tu prends un Frédéric Pignon, tu prends un Jean-François Pignon, pour citer que les plus grands, ils n'ont aucun diplôme et ils donnent des stages. Parce qu'en fait, en France, à partir du moment où, sur ton stage, tu as une convention avec quelqu'un qui est BPGEPS, il fait l'encadrement réglementaire et toi, tu fais l'animation, c'est-à-dire le contenu du stage. Donc, tu es toujours dans les clous. Toujours dans les clous. Et même si tu ne fais pas monter à cheval, la question pourrait se poser quand tu montes à cheval. Mais il y a un gros problème en France, c'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, pas de Parelli, une Carmen Zuloff, un Russell Higgins, une Linda Parelli, parce qu'on en parlait, quand ils viennent en France, n'ont pas le droit d'enseigner. Ok. Ah non, ils n'ont pas le BPGEPS. On est un seul pays, alors je crois qu'il y a l'Espagne, où ce diplôme est obligatoire pour enseigner. Ok.
D'accord ? Donc c'est pour ça aussi que les Parelli, tout ça, ils ne viennent pas en France. Ça ne les intéresse pas. On est dans un pays où on va dire à un mec en Parelli, vous n'avez pas le droit d'enseigner. Le mec, il a 50 années, il a travaillé des milliers de chevaux. Par contre, c'est pas du tout une critique. Je dis juste, il y a une incohérence. Quelqu'un qui a 18 ans, qui a en fait fait une école, mais qui n'a aucune expérience, à 18 ans, on n'a pas d'expérience. Tu peux dire ce que tu veux. À 18 ans, tu as un diplôme, tu sors avec le bac, mais tu ne sais pas travailler. On est d'accord. Absolument. Que n'importe quel que soit le diplôme, même un bac scientifique, un BPGEP, ce que tu veux, tu ne sais pas travailler parce que l'expérience prend des années. Et tu apprends en fait. Donc tu vas dire, la France, elle te dit, OK, monsieur Parelli ou madame Carmen Zuloff, vous n'avez pas le droit de travailler en France. Par contre, Pierre ou Laurence, 18 ans, elle a le droit de travailler en France parce qu'elle a passé le BPGEPS. Et c'est OK si c'est le deal. Mais nous, on appauvrit. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la Fédération française d'équitation, plutôt que de lisser tout le monde dans le même sens, mais ils ne le feront jamais, ils disent, attention, qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'il fait lui. Ah, c'est intéressant. On va venir enrichir. En intégrant ces compétences, on va les enrichir pour développer, améliorer l'offre de travail. Ça serait intelligent. Plutôt que de dire non. Moi j'adorerais qu'on dise il y a une commission qui vient t'auditionner pendant tes stages. Génial. Cette année, on va être sur toi, Ludo. On va venir sur 3 stages. On ne te dit pas lesquels, surprise. Et on va te dire ça va pas, il faut que tu améliores, ça, il faut que tu changes. Aujourd'hui, tu peux passer une VAE. C'est là que c'est fabuleux, la France. VAE. Validation de l'acquis des expériences. C'est très bien. C'est ça. J'ai commencé à m'y intéresser parce que j'ai d'excellents amis à moi qui l'ont passé. On va te passer une VAE, te donner le droit d'enseigner sans t'avoir jamais vu à cheval. Mais tu as fait l'effort de faire une VAE et de payer un système français, parce que l'idée, c'est quand même de donner des sous à quelqu'un. Dans l'idée, c'est ça. Et tu vas avoir le droit d'enseigner. Sans qu'on t'ait jamais vu monter à cheval. C'est pas beau quand même. C'est quand même fabuleux. C'est quand même énorme. Il y a quand même une dissonance dans tout ça, surtout si on veut parler de bien-être, si on veut parler d'évolution, si on veut parler d'offres, de diversité, il ne faut pas se scléroser en fait. Après, ça devient comme de la consanguinité en fait. C'est le problème, c'est qu'on est en train de tout faire la même chose et ça se dégrade. Mais aujourd'hui, en France, on est à dire ça. Si tu veux faire venir quelqu'un de l'étranger, il faut que sur place, tu aies quelqu'un qui a un BPGEPS. Sinon, tu es illégal, techniquement. OK. Pour en revenir aux chevaux, comment tu en es venu au Mustang ? Parce que ça a été une très, très grande aventure. Et justement, tu vois, là, on parle d'éthique. Merci d'avoir écouté jusque-là. Alors, comme vous le voyez, nous avons beaucoup papoté avec Ludo. Et de ce fait, le podcast a été coupé en 2. Donc ici, c'est la fin de la partie 1. Et la semaine prochaine, vous découvrirez la partie 2. Et nous continuons de discuter sur le Mustang Makeover, les raisons pour lesquelles Ludo a décidé de faire cette compétition, qu'est-ce qu'il a appris du travail avec les Mustangs, quelles sont les grandes leçons de sa vie et qu'est-ce qu'il souhaiterait faire pour le futur. Je vous encourage évidemment à écouter cette deuxième partie qui est extrêmement riche d'enseignements et quelque part un petit peu de philosophie de vie. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire ? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.